De Tunis à Auroville, en quête de vérité. Un témoignage de André Ababou. Deuxième partie. De la découverte au voyage, enfin, la vie a un sens. Une rencontre essentielle. Le chemin que je prenais tous les matins pour aller prendre le bus me conduisant aux Beaux-Arts passait par le Vieux-Port, où, face à la Canebière, sur les quais, on trouvait beaucoup d'artistes qui dessinaient à la craie. J'avais remarqué l'un d'eux, un vrai hippie doté d'un incroyable charisme qui faisait des choses magnifiques. Tous les jours, je m'arrêtais un moment pour admirer ses toiles sans oser l'aborder. Jusqu'au jour où c'est lui qui m'adressa la parole. D'emblée, il me parla de spiritualité. Je ne comprenais rien à ce qu'il me racontait, mais son magnétisme m'attirait. Il avait une très forte personnalité et une allure incroyable. Originaire de Madagascar, il était très bronzé, avec des cheveux crépus et souvent torse nu. Ses parents l'avaient inscrit aux Beaux-Arts à Paris et lui envoyaient régulièrement de l'argent. Comme il était lui aussi très naïf, beaucoup de gens gravitaient autour de lui pour profiter de cette aubaine financière. Lorsqu'il finit par le comprendre, il en fut si profondément blessé qu'il se replia sur lui-même, quitta Paris pour Marseille, où il s'isola et lut beaucoup, notamment sur le yoga qu'il pratiquait. Un jour, dans la chambre d'hôtel qu'il louait grâce à la vente de ses toiles, il eut une expérience très forte de la Kundalini. Il me raconta que, tandis que cette énergie montait en lui, tout devenait très intense. Il sentait les cellules de son corps. Pour moi, qui n'avais jamais rien lu de spirituel, son langage était très étrange. Mais je continuais à le voir et à l'écouter. Puis un jour, il me tendit 2 livres. « Tiens, lis ça. » Autant je ne comprenais rien à ce qu'il me racontait, autant le contenu de ces ouvrages était limpide. Il s'agissait de livres de Ramakrishna et Vivekananda. Ce fut pour moi une révélation, car de façon parfaitement simple et claire, il y était expliqué comment trouver le divin. Je compris instantanément que je venais de rencontrer ce que je cherchais depuis toujours. Ce n'était pas le rabbin qui me parlait en hébreu, c'était radicalement autre chose, c'était l'expérience du divin, une expérience à vivre. Dans la religion catholique, trouver le divin est une arrogance. On se doit de vivre dans la soumission et la crainte. Dans la religion juive aussi, il y a cette notion de punition divine. En fait, ce sont les forces adverses qui nous font croire cela, car en vérité, le divin veut qu'on aille vers lui. Dès que j'eus compris cela, je plongeai dans le travail. Tout ce dont me parlait cet artiste hippie, devenu mon ami, prenait désormais tout son sens. Je ressens encore pour lui une profonde gratitude. Il fut l'instrument qui m'ouvrit de nouvelles fenêtres de compréhension. Quand je dis à ma mère que j'avais découvert le sens de ma vie et combien c'était fantastique, elle me regarda avec des yeux tout ronds, elle ne comprenait rien. Je pense même qu'elle m'a cru fou. Il va de soi qu'à l'époque, à Marseille ou ailleurs, peu de personnes étaient concernées par ce genre d'expérience. Alors ma mère... Mon nouvel ami, Jean-Michel, en plus de peindre, jouait de la guitare. De nombreux jeunes gens, un peu en révolte contre la société, se regroupaient autour de lui. Nous formions un petit groupe, partageant les mêmes préoccupations. Nous allions dans la nature, autour de Marseille. Jean-Michel jouait de la guitare et nous parlions spiritualité. C'était un très chouette groupe, sain et pacifique. Pour autant, il n'y avait pas de gourou, même si Jean-Michel était un peu médium. Ce qu'il captait au-delà du monde physique, il l'exprimait dans sa peinture. Il s'en dégageait une atmosphère tout à fait surréaliste, comme venue d'un autre monde. Ce type de peinture n'était pas encore en vogue à l'époque, mais je l'appréciais énormément. Sur le vieux port de Marseille,
Jean-Michel vécut quelque chose d'incroyable dont je fus témoin. Une femme extrêmement belle se dirigea vers lui. Il tenait une Bible dans la main, elle, une pomme qu'elle lui offrit. Après cette rencontre étonnante, ils ne se quittèrent plus. Mais cette relation s'avéra incompatible avec la pratique du yoga. Jean-Michel finit par se sentir mal, très mal. Il perdit son état de sublimation vers le divin. Il finit aussi par y perdre toutes ses dents. Au cours d'un de leurs pique-niques, bien que très agile, il tomba d'un arbre où il avait grimpé, il se brisa la mâchoire et se cassa toutes les dents. Cet accident me semble illustrer parfaitement l'impossibilité de concilier quête spirituelle et relation de chair. Après sa chute, Jean-Michel devint l'ombre de lui-même. Il décida de partir en Corse et me proposa de l'accompagner. La Corse. Nous partîmes en 1966. Notre idée était de faire de l'artisanat. Nous imaginions la Corse très belle. La réalité de ce que nous découvrîmes à notre arrivée dépassait largement tout ce que nous avions pu fantasmer. L'île de beauté portait son nom à merveille. Avant de partir, nous étions allés dans une grande librairie avec des rayons consacrés à la spiritualité. Nous voulions y faire l'acquisition des livres nécessaires à la poursuite de notre quête. Quelque temps auparavant, dans le magazine Planète, nous avions parcouru un article consacré à Sri Aurobindo. Or, dans ce magasin, nous nous trouvons soudain face au livre d'un certain Satprem, Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Jean-Michel me dit « Celui-là doit être bon, on l'emmène en Corse ». À Bastia, nous prîmes un bus pour descendre sur Porto. Nous étions époustouflés par la beauté des paysages. Celui du golfe de Porto, où une rivière se jette sur une plage de galets près d'une tour génoise, était saisissant. C'est là que nous fîmes halte. Nous longeâmes la rivière. Cultivés en terrasse sur les versants des coteaux d'une petite vallée, poussaient des orangers, des citronniers, des oliviers. C'était d'une beauté incroyable. Nous avions trouvé l'endroit parfait. C'était exactement là qu'il nous fallait rester. Un peu plus tard, dans un bar, un Corse nous proposa une maison. Il nous emmena à 1 ou 2 kilomètres vers l'intérieur des terres et nous découvrîmes, au bord de la rivière, une maison complètement délabrée. Pour les bohèmes que nous étions, elle était parfaite. C'était un ancien moulin à huile qui ne fonctionnait plus, l'eau de la rivière étant trop basse pour en faire tourner la roue. Le paysage alentour était absolument fantastique, sauvage et pur. En plus des oliviers, il y avait des châtaigniers, des figuiers, tous abandonnés. C'était vraiment magnifique. Au petit déjeuner, nous cueillions des figues, faisions griller des châtaignes. Je faisais mon hatha yoga sur une petite plage de sable blanc au bord de la rivière, d'où je voyais briller les truites dans la pureté de l'eau. Un peu plus loin se trouvaient 2 ou 3 grottes naturelles creusées dans le granit, protégées par de très nombreux arbres. Juste à côté, les calanques de Piana. Les couchers de soleil étaient inimaginables. On les aurait dit sortis d'un autre monde. Ils sont d'ailleurs réputés pour être les plus beaux de la Méditerranée. C'est dans ce décor paradisiaque que nous vécûmes plusieurs mois, de méditation, de cueillette et de pêche. Dans la rivière, j'attrapais les truites à la main. Sur la mer couleur bleu de Prusse, à bord d'un genre de canoë, je chassais des mulets et des barbets de belle taille à l'aide d'un pistolet à flèche. Parfois, nous allions nous ravitailler à l'épicerie du village. Et puis, je méditais, mais ça ne donnait rien. Une fois, cependant, je me réveillai brutalement. Je venais de faire un rêve troublant. Dans mon sommeil, je voyais un rocher.
un rocher conscient. Ce n'était pas une image mentale, plutôt comme une transe. Un feu blanc suspendu dans l'espace. Une extase telle qu'elle me réveilla. Je poussai un cri tant c'était puissant, un feu blanc, où tous les atomes étaient conscients les uns des autres, et comme en état de béatitude. Je me retrouvai debout sur mon lit, j'appelai mon ami pour lui raconter. À ma grande déception, il m'intima de me taire. J'étais là, seul, avec cette vision qu'on aurait dit sortie des Védas, cette vision de feu dans l'eau, de feu dans le roc. Je percevais la conscience dans la matière, les dimensions les unes sur les autres. Aussi brève fut-elle, cette expérience à elle seule justifiait amplement mon séjour ici. Le reste, nous l'avons oublié, à commencer par nos projets artisanaux. Jean-Michel lisait L'aventure de la conscience et me disait combien c'était extraordinaire. Je ne voyais pas comment il pouvait y avoir quelque chose de plus intéressant que ce que j'avais découvert avec Ramakrishna et Vivekananda, quelque chose de plus extraordinaire que de trouver le divin. Il insistait, me disait « Tu verras ». Nous rencontrâmes un couple un peu particulier. La femme venait du continent, lui de Sardaigne. Elle était assez dépressive et à son arrivée en Corse avait tenté de se suicider en se jetant d'une falaise. Tombée dans le ruisseau en contrebas, souffrant de nombreuses fractures, elle eut la vie sauve grâce à son futur mari qui, l'ayant découverte, la conduisit à l'hôpital. Malgré les 2 magnifiques enfants qu'ils eurent par la suite, cette femme, animée d'une très forte quête intérieure, restait fragile. Notre rencontre avec eux marqua la fin de notre séjour idyllique. En effet, le mari, voyant à quel point la présence de Michel était bénéfique à la santé de son épouse, nous invitait à déjeuner tous les soirs. Je me souviens encore des merveilleuses pâtes qu'il nous préparait, mais ces dîners quotidiens commencèrent à me peser. Et puis je me sentais dépressif. Le fait de méditer beaucoup, seul et sans guide, peut parfois s'avérer dangereux. Je ressentis la nécessité de rentrer à Marseille. Je ne me sentais plus du tout à ma place. Je repartis seul. Je pris un vol depuis Ajaccio. Avant que je n'embarque, Jean-Michel, qui m'avait conduit à l'aéroport, me tendit le livre de Satprem, L'aventure de la conscience, précisant qu'il me servirait, que c'était un livre très important. La vraie découverte. De retour à Marseille, l'évidence que la France n'était pas l'endroit où je devais être me saisit à nouveau. Même si j'aspirais toujours plus à cette rencontre avec le divin, je restais longtemps sans ouvrir le cadeau de Jean-Michel. J'étais satisfait de ce que j'avais déjà trouvé. Je dois aussi être honnête, la lecture n'a jamais été une passion pour moi. Sauf peut-être au cours de mon adolescence où je m'intéressais aux contes et légendes et à la mythologie grecque. Hormis cela, les livres n'ont jamais fait partie de mon quotidien. Quand je me décidai enfin à ouvrir l'aventure de la conscience 1 mois plus tard, je compris immédiatement le pourquoi de l'insistance de Jean-Michel. Ce fut comme si je recevais un énorme coup sur la tête. Comme la mise à jour d'un grand secret, une révélation tellement essentielle. J'étais face au sens de ma vie. C'est incroyable comme une lecture peut éclairer le chemin. Avant ce livre, ma quête restait sans réponse. J'étais pourtant habité par ce feu intérieur. Je cherchais, inlassablement, sincèrement. Je n'avais de cesse de trouver. Je me souviens de mes marches le long de la corniche et de mes questionnements. Mais quelque chose dans ma quête n'était pas juste. Je le réalise aujourd'hui. J'étais vraisemblablement trop attaché à la forme d'une sadhana, pas suffisamment ni profondément à la recherche du divin en tant que conscience. Trop s'attacher à la discipline, trop aspirer, trop désirer et vouloir peut anéantir les efforts. Sans surrender, sans abandon, sans renoncement, rien ne peut aboutir.
Ce livre de Satprem fut donc un révélateur. Je m'empressais d'annoncer à ma mère, chez qui je vivais toujours, que cette fois, j'avais vraiment découvert le sens de ma vie. À ce moment-là, ma mère était seule et veuve. Elle me regarda comme si j'étais devenu fou. C'était la deuxième fois que je lui faisais le coup. Note de bas de page. Mon père était décédé peu de temps après notre arrivée à Marseille et n'avait jamais vraiment réussi à s'adapter après avoir quitté la Tunisie où il était commerçant, se débrouillait bien et gagnait sa vie très correctement. À Marseille, les choses furent tout à fait différentes pour lui, même s'il avait trouvé un travail dans un commerce d'import-export. Il est mort à l'âge de 58 ans, d'un AVC. Ce fut très difficile pour ma mère de se retrouver veuve du jour au lendemain. Elle fut obligée d'accepter des petits boulots souvent assez minables. Une décision fondamentale. C'est à cette même époque que je rencontrai Bernadette. J'avais eu l'intuition d'une rencontre avec une personne qui compterait, avec laquelle je partagerais énormément, à qui je pourrais parler du livre de Satprem et de tous les bouleversements qu'il générait en moi. Je savais également que nous nous apporterions beaucoup l'un l'autre. J'étais allé voir une exposition de céramique au musée Cantini. Elle y travaillait. Je la trouvais charmante et très jolie. Je l'abordai pour lui faire la conversation. Je pensais ne plus la revoir, puis je la retrouvai sur la Canebière. Ainsi débuta notre amitié. Nous discutions beaucoup. Je lui parlais rapidement du livre de Satprem. Je lui confiai aussi vouloir quitter la France pour aller vivre en Inde. C'est elle, Bernadette, qui me suggéra d'écrire à l'ashram de Pondichéry. J'envoyai une lettre sans adresse avec pour seule information sur l'enveloppe celle trouvée dans le livre de Satprem, Ashram, Pondichéry, Inde. J'y expliquai que j'essayais de pratiquer le yoga de Sri Aurobindo, que j'éprouvais quelques difficultés et que je souhaitais venir faire un séjour à l'ashram afin d'apprendre. En réalité, je voulais y rester pour toujours, mais je n'osais pas le dire. Je doutais vraiment que la lettre arrive à bon port. J'étais à un naufragé, lançant une bouteille à la mer. Or, seulement quelques semaines plus tard, j'avais une réponse. Et quelle réponse! Si vous avez des difficultés dans le yoga, la difficulté est le levier. Tellement simple et extraordinaire à la fois. Suivait une invitation à venir passer quelque temps à l'ashram. J'avais écrit en français, je recevais une réponse en français. J'étais au comble de la joie. La surprise ne s'arrêtait pas là. J'avais posté cette lettre en mars ou avril 1968, en fait juste après l'inauguration d'Auroville, dont je n'avais bien sûr jamais entendu parler. La réponse était accompagnée d'une brochure sur l'inauguration d'Auroville, contenant la charte d'Auroville, le rêve de mer, une photo de mer et une image de la galaxie. Note de bas de page, cette brochure était vraiment très bien faite. Elle l'est d'ailleurs toujours, 51 ans plus tard. J'en mets à disposition dans chaque chambre de la guest house, en anglais et en français. Je souhaite vraiment que les touristes du passage sachent où ils sont. Nous ne sommes pas un endroit touristique comme un autre. Lorsque je vis cela, je me dis « c'est là, c'est exactement là que je dois être ». Cette ville nouvelle, cette ville du futur, du nouvel homme, c'était l'endroit où je devais aller vivre. Je descendis aussitôt dans la rue pour partager cette formidable nouvelle avec mon ami Topten. Jean-Michel, à son retour de Corse, avait changé de nom. Excité, je lui montrai la lettre et la brochure, mais il n'eut pas du tout la réaction que j'escomptais. Il ne parut pas spécialement intéressé. Je compris alors que nos chemins se séparaient. Note de bas de page, Topten est venu plus tard à Auroville. Beaucoup de gens ici l'ont d'ailleurs admiré,
mais sa peinture n'a jamais fait l'unanimité. On l'adorait ou on la détestait. J'annonçai ensuite à ma mère que je savais où je devais aller vivre. Elle me regarda, pour la 3e fois, totalement incrédule. Elle avait, je crois, peur de perdre son fils. Elle imaginait que Top Ten était à l'origine de ma décision. Elle n'avait pas tout à fait tort si l'on considère que sans lui, il n'y aurait pas eu l'aventure de la conscience et la série d'événements qui s'ensuivirent. Elle le détesta pour cela. Cette lettre est un moment extrêmement fort de ma vie. Elle m'apportait la révélation d'un endroit exceptionnel, merveilleux, un peu sacré. Dans ma grande naïveté, je crus que la galaxie représentée sur l'image de la brochure existait vraiment. Je n'avais pas compris qu'il s'agissait de l'image d'une maquette. Je m'imaginais que dans cette galaxie vivaient des êtres supramentaux. Et mon souci était qu'ils m'acceptent, ce dont je doutais. Je ne me pensais pas assez digne pour ces gens. Mais hormis ces fantasmes tout droit sortis de mon imagination, demeurait une certitude, une évidence. Galaxie ou pas, cette Auroville, cette ville nouvelle, était l'endroit où je devais vivre. Il me fallait aller là-bas. Une préparation laborieuse. Je confiai à Bernadette ma décision de partir rapidement à Auroville. En mai et juin de cette fameuse année, nous étions souvent ensemble, mais nous nous situions totalement hors du mouvement de révolte qui secouait la France et le reste du monde. Néanmoins, je me souviens de quelques discussions avec les étudiants en grève. Je leur parlais de Sri Aurobindo et du livre de Satprem. Évidemment, je ne convainquais personne. Ils étaient dans la lutte politique, un autre monde. Pour moi, il n'y avait qu'une solution, rejoindre Auroville et travailler à la réalisation de cette ville nouvelle, à l'émergence de l'homme de demain. Cependant, si ma décision était prise, je n'avais aucune idée de sa mise en œuvre. Je me demandais comment j'allais faire pour parvenir là-bas. Je n'étais pas très dégourdi, j'étais même à ce point décalé que pas un instant je n'ai pensé à prendre l'avion. L'idée ne m'a même pas effleuré. Je ne pouvais y aller qu'à pied, autrement dit en autostop. Des copains hippies très gentils m'avaient dit que c'était le moyen le plus simple et le moins coûteux pour aller en Inde. Beaucoup d'entre eux s'y étaient déjà rendus. C'était une destination à la mode, tout comme Katmandou. Pour financer leur voyage, ils achetaient de la drogue qu'ils revendaient, tout en conservant suffisamment pour leur propre consommation. Je les avais rencontrés à Marseille. Je les fréquentais un moment, mais je ne fus jamais vraiment leur ami. Ils avaient un gourou en Inde et ne voulaient pas entendre parler de Sri Aurobindo. Certains d'entre eux se piquaient à l'héroïne. Cela était dangereux, ils étaient recherchés par la police. Alors au lieu de s'habiller en hippie, ils se déguisaient en quelque sorte en portant des blazers, des costumes et des lunettes noires afin qu'on ne voie pas leurs yeux. Ils étaient très souvent doublement, triplement hors la loi. Outre le fait de consommer des produits illicites, ayant besoin d'argent pour se fournir leur dose, ils volaient, trafiquaient, ils se volaient même entre eux. Ceux qui ne faisaient que fumer du hashish étaient considérés avec mépris par les héroïnomanes. Ils se retrouvaient dans un hôtel où ils s'asseyaient en cercle. Leur chef était le plus drogué. Les autres me paraissaient tous minables. J'avoue que ma curiosité les concernant était quelque peu déplacée. Ils se demandaient d'ailleurs ce que je faisais là parmi eux. Un Français voulut m'embarquer dans cette aventure terrible de l'héroïne. Il proposa de m'offrir ma première dose. Mais quand il s'injecta sa canne devant moi dans les veines et que je vis son œil entièrement vitreux partir sur la droite, je sus que jamais je ne toucherais à ce poison. Je n'avais pas besoin de cela. Je me mis un peu en danger en fréquentant ces jeunes, sachant qu'ils pouvaient aussi à tout moment être embarqués par la police. Mais cela ne dura pas bien longtemps. Un autre problème se posait quant à mon départ. Je n'avais pas de passeport et j'étais tunisien. J'aurais pourtant dû être français. Après l'indépendance,
Les personnes qui arrivaient de Tunisie avec une éducation française bénéficiaient automatiquement de la nationalité française. On m'avait bien remis les papiers de naturalisation, mais la nationalité française m'avait été refusée. À l'époque, je ne travaillais pas, je ne gagnais pas d'argent et je n'avais pas osé insister. J'avais vécu ce refus comme un nouvel échec, une confirmation que rien ne me réussissait dans ce monde. Mais ayant obtenu le statut de résident privilégié, qui me donnait presque autant d'avantages que les Français, je ne souffrais pas tant que cela de n'être pas officiellement français. Plus tard, à Auroville, lorsque je me mariai avec une Française, le consul, après vérification, m'affirma que la nationalité française aurait dû m'être accordée. Il semblerait que j'ai quand même vraiment joué de malchance. J'entrepris donc de me faire un passeport. Ce ne fut pas une sinécure. Le type du consulat de Tunisie à Marseille n'avait vraiment aucune sympathie pour moi et visiblement aucune envie de me le donner. Vraiment, il faisait traîner. Il percevait que j'étais plus français que tunisien. Il me fit revenir un nombre incalculable de fois. Je crus que je n'obtiendrais jamais mon passeport. Finalement, et tout à fait à contre-cœur, il me le donna. J'étais bien sûr soulagé, même si j'avais la désagréable sensation de l'avoir mendié, mais je restais inquiet à l'idée qu'il ne me protégerait pas autant que l'aurait fait un passeport français. Je réalisais parfaitement que si j'avais le moindre problème au cours du voyage, la Tunisie ne me serait pas d'un grand secours. Alors que si j'avais été français... En résumé, avec tous ces pays différents à traverser, je n'étais pas très rassuré. Comme ensuite je m'inquiétais pour mon visa indien, mes amis hippies me rassurèrent. « Tu n'as pas besoin d'aller à Paris, à Kaboul, on te le donne tout de suite. » À cette époque, on demandait à chaque frontière les visas pour entrer dans un nouveau pays. Il ne me restait plus qu'à constituer un pécule pour le voyage. Je n'avais pas d'argent, mais j'avais beaucoup de tableaux. J'en vendis pas mal, à très bas prix, notamment à mon oncle, qui les aimait beaucoup. Nous faisions une bonne affaire l'un et l'autre. Il était content, et moi je récupérais de l'argent pour le voyage. J'avais par ailleurs décidé de ne pas voyager avec Topten, qui se rendait à Dharamsala dans un monastère tibétain. Je l'estimais bon conseiller en matière de spiritualité, mais pas assez pragmatique pour le voyage. Étant moi-même peu organisé, j'avais besoin d'un compagnon de route plus ancré dans la réalité matérielle, dans le quotidien. J'eus alors la chance de rencontrer John, un hippie très sympa, canadien anglophone, qui projetait de faire la route. Nous décidâmes de partir ensemble. J'étais rassuré de faire le voyage avec ce gars. Il avait l'habitude de voyager et il parlait anglais. John était la personne idéale. Topten partit avec un autre groupe. Séparément, nous fîmes quasiment le même voyage. Ainsi, sans jamais nous croiser, nous recevions des nouvelles l'un de l'autre. Vint le moment de dire à ma mère que je partais. Elle ne comprenait pas. Elle pleura beaucoup. Je lui promis de lui écrire toutes les semaines. Je tins ma promesse pendant de nombreuses années. Cette fin des années 60 était une époque très particulière. Les jeunes du monde entier étaient nombreux à manifester dans les rues pour exprimer leur révolte et aussi à prendre la route. Les hippies partaient sans but réel à la découverte du monde de l'Orient et de ses drogues accessibles. Puis, il y avait ceux qui partaient en quête d'autre chose, d'un idéal, de spiritualité, d'un sens à donner à leur vie. Je faisais partie de ceux-là. Le départ. Nous décidâmes de partir le 20 août 1968. J'avais choisi le jardin du Pharaon comme lieu de rendez-vous avec John et point de départ. Ce jardin m'était très cher. J'y passais de longs moments à flâner ou à pêcher. C'est là que j'avais appris à pêcher la dorade.
J'avais remarqué un pêcheur qui ramenait des tas de dorades avec juste un filet à pêche, un hameçon et des moules. Intrigué, je m'étais approché. Il avait fini par me transmettre sa technique. C'est une pêche très spéciale. Il ouvrait une moule de manière à ne pas casser le nerf, la cousait à l'hameçon, puis il disposait un autre boucau de moule qu'il enfermait dans la première. Enfin, il emboîtait les 2 premières dans une troisième. Enfin, il lançait la moule à la main, pas très loin. Les dorades sont très friandes de moules. Elles ont une mâchoire capable de casser leur coquille. Elles mordaient vraiment bien. Je pêchais beaucoup par la suite à Marseille, avec et sans cet homme, qui m'aimait si bien qu'il voulut que j'épouse sa fille. Je lui répondis, je ne peux pas. J'ai une autre destinée. Le jardin du Pharaon est pour moi le plus beau des jardins de Marseille, avec sa vue exceptionnelle sur les forts Saint-Jean et Saint-Nicolas. L'heure du départ était fixée à 16 heures. Mon frère devait venir nous chercher pour nous déposer à l'entrée de l'autoroute. Avant même que notre voyage ne commence, il fut marqué par une expérience incroyable. Mon frère arrive, nous nous levons pour le rejoindre. Au moment où l'on attrape nos sacs à dos, s'élève une musique sublime, une musique classique de toute beauté. C'était incroyable, très fort. J'étais venu maintes fois dans ce jardin, jamais je n'y avais entendu de musique. Et là, juste au moment du départ, aujourd'hui encore, je me demande si ce n'était pas un tour de mon imagination. Mais non, cette musique, nous l'avons bien entendue, tous les deux, John et moi. J'ai perçu un signe, une bénédiction sur notre voyage, un encouragement, quelque chose qui nous disait que nous étions sur le bon chemin, que nous faisions le bon choix. Je reçus ce cadeau magique, si beau et positif, de façon très intense. Je me souviens de la première personne qui nous prit en stop. C'était une Française. Mon copain était très blond, moi très brun. Cela créait un contraste qui sembla lui plaire. Le nord et le sud réunis. Puis il y eut un couple d'Anglais très chic en voiture de sport. Ensuite, à quelques exceptions près, mes souvenirs sont davantage liés aux pays traversés qu'aux personnes qui nous transportèrent. À Venise, mon copain, qui aimait fumer du cannabis, me proposa un joint. Nous fûmes pris d'un fou rire en plein milieu d'un concert de musique classique place Saint-Marc. Évidemment, la musique n'avait rien à voir là-dedans, mais le joint nous avait rendus totalement hilares. Ce fut un fou rire terrible, à avoir mal au ventre, à devoir nous plier en deux, et qui durait sans que l'on puisse s'arrêter. Souvenir inoubliable d'un fou rire grandiose. Pas de mémoire particulière, par contre, de la Yougoslavie que nous traversâmes ensuite. Mais de notre passage en Grèce, oui. C'était un dimanche. Nous étions dans un train qui dut s'arrêter à cause d'embouteillages, je crois. Quelqu'un écoutait des chants grégoriens. C'était la première fois que j'entendais cette musique. J'en fus profondément ému. La beauté de ces chants faisait écho à mon aspiration pour le divin. Je réalise aujourd'hui que, plutôt que des paysages, des gens, des couleurs, que sais-je encore, durant cette première partie du voyage, ce sont plutôt des sensations et des émotions que j'ai retenues. La Turquie. En Turquie, les choses changèrent. Un vieux taco américain s'arrêta avec 3 ou 4 types à l'intérieur dont je sus immédiatement qu'il aurait mieux valu ne jamais les rencontrer. Je n'avais aucune envie d'embarquer avec eux. Je sentais combien ils étaient malsains. Sans doute devais-je cette juste perception à mon enfance en Tunisie et à ma connaissance des Orientaux. Je repérais tout de suite le danger, contrairement à mes copains que j'essayais de dissuader de monter. Non, mais regardez la gueule qu'ils sont. À ce moment-là de notre voyage, nous étions 3. Une Américaine s'était jointe à nous. Je ne comprenais pas que les autres ne repèrent pas le danger. Ces gars étaient des malabars et de vrais voyous, ça sautait aux yeux. Je ne pouvais pas abandonner mes amis, alors je montai dans la voiture. Les types firent monter la fille devant.
Ils commencèrent à lui toucher les cuisses, à la tripoter. Ils essayaient de me provoquer en disant « C'est ta femme, regarde !» Il était hors de question de réagir. C'est ce qu'ils attendaient pour nous massacrer. Impossible de tenter quoi que ce soit. Le soir tombait. Ils nous emmenèrent dans un endroit pour nous faire boire de l'arak. Nous nous abstînmes, et ce sont eux qui se retrouvèrent ivres. Au point que de retour sur la route, ils froissèrent une voiture qui venait en face, ce qui ne les empêcha pas de continuer à rouler en zigzagant. Puis ils durent se dire qu'il n'y avait rien d'intéressant à tirer de nous, car ils nous déposèrent au beau milieu de nulle part en pleine nuit. Nous ne cherchâmes pas à comprendre et nous enfuîmes en courant. J'étais tellement soulagé. Je savais que nous étions sauvés. Vu leur état, même s'ils changeaient d'avis, ils auraient été incapables de nous retrouver. À peine arrivée à Istanbul, la fille était tellement bouleversée qu'elle a pris le premier train pour rentrer vers l'ouest. De mon côté, j'eus une importante fièvre qu'on aurait pu attribuer aux grosses chaleurs d'août, mais dans laquelle je voyais, moi, la manifestation de mon arrivée en Orient. Je me fis aussi arracher une dent, avec une grosse tenaille. Du coup, cloué au lit, je ne quittais pas ma chambre d'hôtel. Un jour, mon copain arriva complètement affolé. Il venait d'assister à une bagarre féroce au cours de laquelle un type avait cassé la tête d'un autre avec un tabouret. Il y avait une atmosphère particulière dans ce pays, notamment à Istanbul. On se sentait tous les deux dans quelque chose de très lourd. Il nous fallait aussi faire attention en permanence à notre argent, à nos papiers, spécialement la nuit. Les passeports étaient très recherchés. Après avoir repéré leurs victimes dans la journée et remarqué l'endroit où elles protégeaient ses biens, la nuit venue, les voleurs découpaient son sac ou sa ceinture avec une lame de rasoir. Les passeports étaient revendus très cher. Je ne dormais que d'un œil durant notre séjour dans la grande ville turque. Après Istanbul, nous délaissâmes le stop au profit des transports en commun. D'une part, le stop, pas du tout ancré dans les mœurs locales, marchait moins bien. D'autre part, les transports en commun étaient si bon marché qu'on pouvait parcourir des distances énormes pour presque rien. Nous traversâmes quasiment toute la Turquie en train jusqu'à la ville frontalière de l'Iran, Erzurum. Dans cette ville kurde, les hommes aux mines patibulaires portaient de grosses moustaches et d'énormes turbans. Ils avaient des regards inquiétants. Bien que peu rassurés, nous n'avions d'autre choix que de dormir là. Le prochain bus pour l'Iran ne partait que le lendemain matin. C'est alors que nous apparut un personnage totalement décalé et complètement incroyable. Au milieu de tous ces visages de brutes, un gars en costard, très beau gosse, se dirige vers nous en souriant et il nous demande où nous allons. Apprenant que nous allions en Inde, il nous affirme que nous nous trompons de chemin et nous conseille de repartir au plus vite car, dit-il, ça va être de pire en pire. C'est totalement surréaliste. Cet homme, très occidentalisé, nous met en garde et ne comprend absolument rien à notre quête. De son point de vue, seul l'Occident a un intérêt. Là-bas seulement on peut réussir sa vie. Et nous sommes en train de fuir cela. C'est un vrai choc culturel. Un mur d'incompréhension entre deux jeunes occidentaux quittant l'Ouest en quête de spiritualité, d'un sens à donner à leur vie, et un jeune oriental rêvant d'Europe et d'une vie matérielle meilleure. Un peu plus tard, il nous alerta sur la dangerosité du coin, nous informant que la plupart des hommes de cette ville étaient armés. Pour illustrer son propos, il sortit un flingue de sa veste. Il nous accompagna ensuite au seul hôtel existant. Plutôt qu'un hôtel, il s'agissait d'un immense dortoir où se retrouveraient principalement tous les chauffeurs de camions que nous avions vus à notre arrivée. En entrant dans cette grande pièce, je me demandais si nous en sortirions vivants. Mais j'étais dans un tel état de fatigue que je m'endormis aussitôt et ne me réveillai que le lendemain matin, plus qu'étonné que tout se soit très bien passé. J'avais parfaitement bien dormi. Mon copain s'était juste fait voler le drapeau canadien qu'il avait accroché à son sac à dos. Un vol si naïf qu'il en devenait étonnant. Ce qui me rappelle une autre anecdote survenue en Turquie. J'avais fait tomber un billet dans la rue
et un petit enfant était venu me le rendre. La plupart des enfants turcs mendiaient, réclamaient de l'argent, et ce petit garçon me rendait mon billet. La Turquie était décidément un pays très surprenant. Le lendemain, nous reprîmes la route vers l'Iran. Nous passâmes devant le mont Ararat. Il faisait frais ce jour-là et le ciel était relativement nuageux, mais je garde la vision de cet endroit mythique où l'arche de Noé se serait posée après le déluge. Je quittais la Turquie avec le sentiment d'un pays contrasté. J'y avais rencontré des brutes, des voyous, mais aussi des gens foncièrement honnêtes et braves. J'y avais ressenti la tristesse des gens et une vibration assez misérable, contrairement à l'Inde, où j'allais découvrir que les gens, même très pauvres, possèdent une vraie joie. Plus à l'est. Nous arrivâmes à Téhéran en train. Quel changement! Les gens riaient. On percevait bien sûr le poids énorme de la religion, particulièrement dans cette grande ville. Tous ces appels quotidiens à la prière et ces gens qui se prosternaient au même moment, quel que soit l'endroit où ils se trouvaient, c'était impressionnant. Mais ils riaient. L'autre fait marquant concernait les hippies, du moins ceux qui étaient vraiment drogués. Dans ce pays, le sang était une denrée rare, la religion n'incitant pas les Iraniens à le donner. Ce qui est rare étant cher, de nombreux toxicomanes occidentaux vendaient leur sang à bon prix pour se procurer de la drogue. J'eus l'occasion de me rendre à l'hôpital pour accompagner mon ami canadien. Je fus vraiment choqué par l'ambiance qui y régnait. Les drogués étaient comme des chiens affamés, impatients d'avoir l'argent qui leur permettrait d'accéder à leur dose de cam. L'agressivité entre eux et les infirmières était patente. C'était une vision horrible. La situation l'était. À tel point que ce jour-là, le bruit courut qu'un gars s'était fait entièrement vider de son sang. Après avoir traversé l'Iran d'une seule traite jusqu'à la frontière afghane, nous arrivâmes dans une ville dont j'ai oublié le nom, mais qui me laissa un souvenir fort. Nous nous promenions dans le bazar, et en levant les yeux, je vis une mosquée d'une beauté incroyable, recouverte de faïences et surmontée d'un dôme en or. Me retrouver face à ce bâtiment de toute beauté, porteur de tant de poésie, me causa un choc profond et durable. Ce fut ensuite l'Afghanistan. On parvint à la frontière à la tombée du jour. Tous les Afghans que nous rencontrions nous demandaient des prix fous pour nous conduire en ville. Pensant que nous étions coincés, ils en profitaient. Les tarifs qu'ils nous proposaient étaient vraiment inacceptables. Par chance, de façon providentielle, des Allemands dans un van s'arrêtèrent devant nous et nous tirèrent de ce mauvais pas. Pour rejoindre la ville suivante, nous prîmes un bus dans lequel je saisis une image magnifique. Je me trouvais à l'arrière du véhicule, le soleil se levait et en contre-jour se dessinaient les turbans des Afghans assis devant moi. Tout autour le désert, puis ce soleil rouge du levant qui se dressait peu à peu à l'horizon, et tous ces turbans d'Afghans. Je n'oublierai jamais cette image. Je la porte en moi. Nous atteignîmes ensuite une ville dotée d'un très beau bazar. Cependant, alors que nous y déambulions, je ressentis une espèce de sourde inquiétude. Un Afghan très beau, très noble, sans même nous connaître, nous invita alors à prendre le thé. Il avait senti mon malaise et voulait m'apaiser. Dans ce pays, les gens sont d'une beauté incroyable et beaucoup possèdent une noblesse naturelle remarquable. Coincé et perdu à Kaboul. Puis ce fut Kaboul.
entièrement recouverte d'une poussière très fine. À cette époque, il n'y avait pas de routes à proprement parler, uniquement des pistes de terre battue. Nous nous installâmes à l'hôtel et dès le lendemain matin, nous étions au consulat indien pour nos visas. Ils me demandèrent combien de temps je pensais rester en Inde. Dans ma conscience, je souhaitais rester à l'ashram de Sri Aurobindo jusqu'à la fin de mes jours. Je leur dis la vérité, que je voulais y vivre définitivement. Leur réponse ne se fit pas attendre. Ils ne pouvaient pas me donner de visa. Les hippies leur demandaient des visas de 3 mois, mais moi, dans ma grande naïveté, j'eus la bêtise, et sans doute aussi la prétention, de croire que lorsqu'ils connaîtraient le noble but de mon voyage, ils seraient d'autant plus sympas avec moi. Il se produit exactement le contraire. Dans les pays que je redoutais le plus, j'avais été bien accueilli, et dans ce pays noble et tellement beau dans lequel je m'ouvrais, je recevais une grande claque. On me refusait mon visa. Nous étions en octobre. Il commençait à faire froid et l'argent avait fondu. Je me retrouvais totalement déprimé. Je retournai bien sûr au consulat en changeant ma version, mais ils continuèrent à rejeter ma demande. Ils me demandèrent même de l'argent pour envoyer un télégramme à l'ashram afin de s'assurer que j'y serais reçu. Puis ils me dirent de revenir dans 3 jours. 3 jours après, ils n'avaient toujours pas de réponse. De même les fois suivantes, et cela durait. Je restais à l'hôtel, prostré. Tous les hippies fumaient du cannabis et planaient complètement. J'en croisais certains dont on aurait pu croire qu'ils allaient réellement s'envoler. Je m'y mis aussi. Je commençais à fumer, ce qui ne fit qu'aggraver mon état dépressif. Vint le moment où Kaboul célébrait la grande fête sportive du Buzkashi, qui attirait des foules venues de partout et à laquelle assistait le roi. Le Buzkashi consiste en 2 équipes de cavaliers s'affrontant pour récupérer la carcasse sans tête d'une chèvre. Mon copain fit tout ce qu'il put pour me convaincre d'assister à ce spectacle typiquement afghan, mais j'étais dans un tel état que je ne voulais voir personne. Tant que cette histoire de visa n'était pas réglée, j'étais incapable de vivre un moment festif. Au lieu d'aller assister au Buzkashi, je me préparais un joint avec encore plus de hashish que d'habitude. Seul dans l'hôtel déserté, je commençais à fumer quand, brusquement, me vint une montée dépressive très forte. J'étais perdu dans ce pays étranger, accroché à mon passeport tunisien et à mes dollars. J'étais tout simplement misérable. Je sentis que c'était fini, que j'allais craquer. Tous mes nerfs s'étaient recroquevillés. Je ne voyais pas comment m'en sortir. L'effet de la drogue avait tout amplifié. C'était vraiment trop. Que finalement, tellement trop, que quelque chose en moi a abandonné. Et sans étape intermédiaire, ça a basculé dans l'autre sens. Mes nerfs se sont relâchés, ma conscience s'est élevée. Je montais dans une lumière blanche où tout s'éclaircissait. La situation n'était plus dramatique. Au contraire, j'eus l'assurance que tout irait bien, que j'avais fait le bon choix, que j'aurais mon visa. Je me sentais complètement éthéré dans cette lumière. C'était à un point tel qu'à un moment donné, j'ai dit « ça suffit ». J'avais l'impression que j'allais m'évaporer dans le ciel, disparaître. Aussitôt, mon état se stabilisa. J'en fus très étonné. Normalement, si tu es dans la gadoue, tu peux toujours dire « ça suffit ». Tu continues à être dans la gadoue. Mais là, j'ai vraiment vécu l'authenticité de l'expérience. J'avais le contrôle. En quelques secondes, j'étais passé d'un état d'anxiété complète à un état de sécurité totale. Et lorsque je retournai avec mon ami au consulat de l'Inde, mon visa était prêt. Ma perception avait été juste. Ça a failli de nouveau mal se terminer quand le consul s'est approché et m'a demandé « Êtes-vous sûr que vous n'allez rester que 3 mois ?» Je faillis encore répondre que j'envisageais d'y passer ma vie entière. Fort heureusement,
Mon copain m'a bousculé et a répondu qu'il n'y aurait pas de problème, que je resterais à l'ashram 3 mois. Ce n'est pas que j'étais encore sous l'effet de la drogue, mais je ne pouvais pas mentir. Je savais que j'allais rester très longtemps à Pondichéry. Cet état de conscience, de certitude, ne m'a pas quitté pendant au moins 15 jours. Enfin, l'Inde. 2 jours après avoir obtenu mon visa, nous repartîmes. Nous traversâmes la passe de Khyber qu'Alexandre le Grand avait franchie pour atteindre l'Inde. Puis nous arrivâmes au Pakistan, à Peshawar, où la plupart des gens étaient armés de fusils très archaïques. Entièrement vêtus de blanc, turban sur la tête, ils se baladaient harnachés de cartouchières, fusils, colts, munitions et autres armes absolument démodées. Il y avait une raison à cela. Les hommes fabriquaient eux-mêmes ces armes pour les revendre. Cela constituait un spectacle étonnant. Les paysages étaient tout à fait différents de ceux que nous venions de traverser. Plus de désert ici, mais beaucoup d'arbres, au contraire, notamment des banyanes. Enfin, nous arrivâmes à la frontière avec l'Inde. Avant de quitter l'Afghanistan, John avait acheté 2 barrettes de cannabis qu'il avait cachées dans la doublure d'une veste afghane. Les douaniers indiens, des Sikhs qui semblaient apprécier les hippies, furent extrêmement gentils et plaisantèrent avec nous. Seulement, après avoir passé la frontière, mon copain se rendit compte qu'il n'avait plus la drogue. La route que nous empruntâmes, juste après avoir franchi cette frontière indo-pakistanaise, était bordée de banyanes dans lesquelles les perroquets chantaient. J'étais tellement heureux que je ne marchandais même pas avec le rickshaw qui nous conduisait. Tout était tellement beau. C'était le soir, il y avait tous ces oiseaux qui chantaient, et je ressentais une joie incroyable parce que je rentrais dans le pays où je devais être et vivre. Nous allâmes d'abord à Chandigarh, puis au Pendjab, à Amritsar, au Temple d'Or. On sentait chez les gens une joie que nous n'avions vue chez aucun des peuples rencontrés jusque-là. Et les femmes. Des femmes sans voile, magnifiques dans leurs saris colorés, qui ne fuyaient pas les regards. Elles nous fixaient franchement, dans les yeux. C'était tellement agréable après tous ces pays musulmans où les femmes étaient cachées et voilées. Les hommes également étaient très différents. On percevait chez eux une ouverture du cœur. L'Inde, bien que très démunie, nous offrait tant de beauté. C'était tout à fait nouveau pour nous. Puis nous séjournâmes quelque temps à Goa, dans une hutte au bord de la mer. Mon ami souhaitait prolonger notre séjour, mais je languissais vraiment d'arriver à l'ashram. Alors, malgré mon appréhension de voyager seul, je pris un train jusqu'à Bangalore, puis un autre jusqu'à Madras. À Madras, enfin, je montai dans le bus pour Pondichéry. Mon voyage touchait à sa fin. Souvent les gens me pensent flegmatique, mais en réalité je suis un inquiet. Je n'ai pas du tout l'esprit aventurier. Ce voyage était contre ma nature, mais quelque chose m'avait poussé à le faire. J'étais parti malgré moi, et enfin j'arrivais.